Ben écoutez, je vais vous dire comment est née cette idée d'écrire un bouquin sur l'innovation de rupture. Euh, En fait, à l'époque, c'était la fin des années 90, début des années 2000. euh, Dans le centre où j'étais directeur de l'agence de programme, c'est-à-dire je pilotais l'ensemble des programmes de R&D. Et dans ces projets de R&D, il y avait beaucoup de projets d'innovation incrémentale, c'est-à-dire des innovations qui portaient sur des produits ou des procédés innovants, enfin existants, pardon, excusez-moi. Produits et procédés existants. Et puis, bien sûr, qu'on était dans ce centre que je dirigeais, nous étions financés par les industriels, donc ces industriels qui nous donnaient leur cahier des charges et qui nous disaient quel projet nous devions mener. Alors, en discutant avec beaucoup d'industriels, bien sûr, le problème est arrivé sur la table. C'était l'époque de la mondialisation des échanges et de tous les problèmes économiques, bien sûr, et de compétitivité qui se posent à l'entreprise. Et les chefs d'entreprise me disaient, c'est pas possible. Si on continue de faire mieux et d'améliorer ce qui existe, on va droit dans le mur. Il faut faire autrement. Donc, faire autrement, ça veut dire aller vers des ruptures de plus en plus importantes si on veut continuer d'être, en Europe, compétitif. Alors, derrière, il y a eu une réflexion, bien sûr, que j'ai essayé de mûrir et que je vais essayer de vous délivrer en quelques slides qui sont le résumé du bouquin que j'ai écrit sur le sujet. Alors voilà, je vais d'abord vous dire un peu quelle est la définition de l'innovation de rupture par rapport à l'innovation incrémentale, comme je vous l'ai dit. Ensuite, l'enjeu et le contexte, c'est essentiellement, je vais essayer de replacer les choses dans un contexte un peu historique de l'innovation dans le monde industriel, hein, autrement dit, dans le cadre de l'innovation technologique. Et puis, je vais quand même vous dire quelques mots sur la situation actuelle, c'est-à-dire quels sont les moteurs de l'innovation de rupture, hein, et les principales caractéristiques. Parce qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, on s'aperçoit que par rapport à hier, il y a quand même un certain nombre de changements dans la nature des innovations, dans le rythme des innovations, dans les paradigmes qui sont un peu nouveaux que l'on rencontre au jour d'aujourd'hui. Et je voudrais faire donc un flash, une vision sur ce sujet. Et puis je rentrerai plus dans l'impact sur l'entreprise, parce que ça pose un cadre sociétal un peu nouveau, et c'est de là que sont nés d'ailleurs les pôles de compétitivité. Moi j'ai écrit tout le texte qui est dans ce bouquin avant 2005, et c'est en 2005-2006 que sont nés les pôles de compétitivité, en France, et puis en Wallonie pour ce que j'en sais. Voilà. Donc, première chose déjà, une définition. Écoutez, je crois que vous connaissez tous un peu comment les choses évoluent. Vous voyez qu'en général, une innovation, c'est une courbe en S, hein, en fonction du temps. Alors, cette courbe en S, en ordonnée, on met généralement la performance de l'innovation, et puis en abscisse, le temps. Hein. Alors, la performance de l'innovation, c'est souvent une performance technique, hein, une vitesse, une précision, une isolation thermique, comme on l'a vu tout à l'heure. Hein. Et puis bien sûr que lorsqu'on a sorti le produit, c'est-à-dire au début de la courbe en S, hein, on commence à pénétrer le marché, et puis à mesure, on fait des améliorations sur ce produit. Hein. Donc on continue de progresser sur cette courbe en S jusqu'à arriver un peu à la limite de la technologie. On ne peut guère aller plus loin. Et alors là se pose la question, quoi faire ? Faut faire autrement. Donc il ne faut plus faire mieux, il faut faire autrement, c'est-à-dire faire une nouvelle fonction, adopter une nouvelle technologie qui permet de mieux faire la fonction existante. Donc faire autrement, c'est une rupture. Et cette rupture, elle permet d'améliorer encore la performance. Alors, je vais vous montrer, parce que tout ça est peut-être un peu ésotérique, hein, ou schématique. Donc je vais essayer de vous montrer à travers un exemple que j'ai pris
c'est pas dans le bouquin, mais j'ai pris comme ça parce que c'était intéressant. Les technologies d'éclairage. Vous voyez, je suis remonté dans le temps jusqu'à avant le XVIIIe siècle. Donc, vous voyez que avant le début de l'industrie, qui a commencé vers les années 1800, on s'éclairait à la bougie. Et puis on a inventé la lampe à huile. Alors, vous me direz, la lampe à huile, bon, déjà les Grecs connaissaient, mais là, il y a une généralisation de la lampe à huile qui a été extrêmement importante. Et puis est venu ensuite, vers les débuts des années 1900, le bec de gaz. Et puis ensuite, la lampe à incandescence, qu'on connaît tous, qu'on a tous au moins connu dans notre jeunesse, le filament. Et puis ensuite, les lampes fluorescentes, que l'on connaît au jour d'aujourd'hui, puisque ce sont les lampes dites à longue durée, mais qui pètent souvent chez moi au bout de peu de temps. Je ne sais pas pourquoi. Ça doit être un truc de ma femme. Ça, je ne sais pas, elle est visse mal, ou je ne sais pas ce qui se passe. Et puis, dernièrement, les LED. Alors, il y a une chose que je voulais vous faire remarquer. Donc, vous voyez qu'il y a eu différentes ruptures. Juste une petite chose quand même qui arrive ici et qui est assez surprenante. Vous voyez que le temps se raccourcit ici. C'est-à-dire que les ruptures sont de plus en plus fréquentes dans cet exemple. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, entre innovation de rupture, innovation incrémentale, souvent les gens me disent, mais attends, c'est un peu blanc bonnet, bonnet blanc. Finalement, tout ça, c'est un peu la même chose. On s'améliore. Alors évidemment, quand on s'améliore fortement, on dit que c'est de la rupture. En fait, ce qui se passe, c'est que on a une espèce de courbe enveloppe, et puis il y a des innovations incrémentales qui arrivent au cours du temps. Et puis on a une certaine vision fractale. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la géométrie fractale. C'est la répétition du même motif à des échelles différentes. Bon. Donc, je vous livre cette réflexion. Effectivement, l'innovation de rupture, c'est une espèce de courbe enveloppe de l'évolution d'une technologie. Alors, je peux prendre un exemple. Je ne sais pas, tout le monde connaît l'avion Blériot. C'était un moteur de quelques chevaux, qui a permis à Blériot de traverser la Manche à 50 km/h en 35 minutes au début des années 1900. Bon. En 1960, le dernier avion à propulsion à hélice, qui était le DC-7, avec 4 moteurs de 3400 chevaux chacun. On traversait l'Atlantique à 600 km/h. L'avion transportait une centaine de passagers. Donc vous voyez que cette courbe enveloppe, quand même, a eu énormément d'améliorations des moteurs durant cette période. De quelques chevaux à 3400 chevaux. Bon, tout ça pour vous dire que les innovations incrémentales, elles sont quand même nécessaires et il faut le faire tous les jours. Mais la rupture, c'est quand même une chose extrêmement importante. Faire autrement, c'est nécessaire. Et ce qu'il y a, c'est que c'est de plus en plus nécessaire. Alors moi, j'ai été frappé par le fait que, moi, jusque dans les années 80, les innovations radicales, je voyais quelques grandes entreprises qui se lançaient, qui étaient innovantes. En France, on connaît Renault, ça fait des années qu'ils travaillent sur le véhicule électrique. Ça commence à sortir, mais il aura fallu quand même quelques dizaines d'années avant que les produits arrivent sur le marché. Et puis, quelques start-up innovantes aussi, ça je le constatais, mais rarement le fruit des autres entreprises, très rarement. Et puis, les choses évoluent très fortement. Autrement dit, on est vraiment dans un contexte aujourd'hui, alors sur le plan économique, bien sûr, il y a la mondialisation des échanges, mais on voit bien qu'il y a d'autres choses qui arrivent. Sur le plan de l'environnement, vous voyez qu'on a des changements climatiques extrêmement importants, et qu'il va bien falloir faire quelque chose pour résoudre ces problèmes de changement climatique. On voit bien qu'on assiste à un épuisement des ressources non renouvelables, et que là aussi, il va bien falloir recycler, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Donc, il y a beaucoup de paradigmes qui se présentent à nous. En fait, le monde de demain
ne sera pas celui d'aujourd'hui. On est dans une phase de transformation intense. Et bon, ce que j'ai dit ici, bon, l'entreprise du XXIe siècle doit impérativement lancer une innovation de rupture à peu près tous les 10 ans. Alors évidemment, moi j'étais dans un secteur qui est la mécanique. Une innovation de rupture en mécanique, ça met 10, 15 ans. Hein. C'est sûr que quand on travaille sur des objets connectés ou sur l'électronique, c'est plutôt quelques années. Hein. Dans certains domaines, c'est encore beaucoup plus long. Hein. Quand il s'agit de mettre en place une infrastructure, je ne sais pas, par exemple, on parle des véhicules qui fonctionnent à l'hydrogène, mais avant que les véhicules fonctionnent à l'hydrogène, il faudra bien un réseau de distribution de l'hydrogène. Sinon, on ne pourra pas recharger son véhicule. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait une infrastructure, bien sûr, et dans ce cas-là, évidemment, ça peut être beaucoup plus long. Alors, voilà. Je vais essayer de replacer les choses dans un contexte historique. Alors, vous voyez qu'il y a une chose qui est intéressante. Bon, c'est une courbe qui a été faite par un Russe. Ces gens-là ont toujours le temps de faire des choses, surtout avant la guerre froide. Alors, il s'appelle Kondratiev. Hein, et ce monsieur Kondratiev a regardé une chose qui est intéressante, c'est qu'il a vu les vagues d'innovation en fonction du temps. Hein. Alors là, vous en avez 5. Hein, la première étant... Oula, j'arrive à appuyer sur le bouton, voilà. Ici, voilà, la première, c'est la première révolution industrielle, les métiers à tisser, les premières machines. Hein. Autrement dit, c'était la mécanisation, le travail humain qui était remplacé par les machines et s'adapte des années 1800. Et puis ensuite sont arrivés, alors il faut que je le lise hein, parce que sinon j'y arrive pas, hein. Compte tenu de mon âge avancé, la mémoire commence à défaillir. Alors seconde vague, c'est-à-dire vers, voilà, c'est le pic qui est vers 1827. Hein. C'est le chemin de fer, la production de l'acier, le charbon, le remplacement du bois. Hein. Une troisième vague, hein, vous voyez, vers 1885, l'automobile, l'avion, la photographie, le cinéma, l'électricité, le téléphone, le pétrole, le remplacement du charbon. Hein. Une quatrième vague, l'avion à action, les plastiques, le nucléaire, l'électronique et l'informatique, juste après la guerre. Et puis actuellement, on est dans une cinquième vague. Hein, vous voyez... les années entre 1990 et 2020, hein. Bon, mais sans doute même un peu plus loin. Hein. On est dans la vague des cybersystèmes, de la récupération des déchets, de la réduction du CO2, le mix énergétique, enfin toutes choses que vous connaissez bien. Ce qui est important de signaler peut-être, c'est que ce passé nous révèle une chose, c'est que ces innovations de rupture se sont toujours produites dans des périodes de dépression, de restructuration, de conflit, quand l'activité économique est dans une phase de transition, qu'elle est incertaine, chaotique. Et c'est le cas au jour d'aujourd'hui. Et c'est ce qui m'a frappé dans ce positionnement historique. Alors, bon, ceci étant dit, hein, on voit bien où est-ce qu'on est, mais au jour d'aujourd'hui, quelles sont les spécificités de l'innovation? Alors, il y a des choses qui m'ont surpris, c'est le changement de rythme. Hein. Vous voyez que la durée entre les révolutions scientifiques et puis les vagues d'innovation, elle a diminué en fonction du temps. Hein. En 1800, alors je prends des exemples que je connais évidemment, les premières machines étaient directement issues de toutes les théories qu'avait développées Newton. Hein. Bon, il n'y a pas que l'attraction universelle, il y a les concepts de force proportionnelle à la masse et à l'accélération. Bien, bref, il a fallu attendre près d'un siècle pour que les théories de Newton s'appliquent aux machines. Si on se positionne vers 1900, et si je prends l'exemple de Einstein, que tout le monde connaît aussi, eh bien, il a posé les principes de la relativité, hein, et le nucléaire, avec les bons et les mauvais côtés, hein, la bombe à neutrons et puis l'énergie nucléaire, sont arrivés 50 ans après. Donc déjà, le temps a été divisé par 2. Et si je prends le dernier exemple,
c'est-à-dire vers les années 80, 1980, eh bien, il y a un dénommé, alors je ne sais jamais son nom là, parce que c'est un nom à rallonge, voilà, Berners-Lee, c'est l'homme qui a été un des principaux inventeurs d'Internet. Eh bien, vous voyez que Internet est sorti dans les années 80, et c'est près de 15 ans après, vers 95 à peu près, que sont déjà apparues les premières applications Internet. Donc il y a un certain raccourcissement du temps entre les révolutions scientifiques et puis les vagues d'innovation. Un second point aussi, c'est un constat fait par un dénommé Mensch, la durée entre l'invention et l'innovation. C'est-à-dire le moment où l'inventeur définit un nouveau principe, bon, généralement qu'on retrouve dans un brevet, et puis l'innovation, c'est-à-dire le produit qui est véritablement vendu ensuite sur le marché derrière. Vous voyez qu'en 1800, le pauvre gars qui avait inventé un truc, il ne voyait jamais le produit arriver sur, sur le marché. Il était mort avant, quoi. Il se passait 70, 80 ans. Au jour d'aujourd'hui, c'est 10-15 ans, en moyenne, entre le moment où on dépose un brevet et le moment où il y a un produit sur le marché. Alors je parle évidemment des ruptures importantes. Mais j'en ai connu quelques-unes sur le marché, tout au moins en mécanique. Et je peux vous dire que les gens, ils pédalent longtemps avant d'arriver au bout, quand il y a vraiment un nouveau principe qui est en jeu. Mais quand même, 10-15 ans, c'est court par rapport à ce qu'on a vu dans le passé. Et puis la durée de vie des produits, elle s'est également raccourcie. Si je prends l'exemple de la 2 chevaux que tout le monde connaît, vous voyez que dans les années 50, la durée de vie d'un produit, c'était 20 ans. Et je peux vous dire que la 2 chevaux Citroën, elle a duré même plus de 20 ans, elle a duré près de 40 ans. Au jour d'aujourd'hui, si je prends les mêmes produits et si je prends à nouveau l'exemple de l'automobile, c'est plutôt 5 ans. Il y a un nouveau modèle qui sort tous les 5 ans. Voilà ce que je peux dire sur ce changement de rythme qui est important. Ça veut dire que pour vous, quand vous sortez la conséquence dans vos innovations, c'est que, voyez, effectivement, vous avez un temps d'avance, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Vous avez quelques années d'avance. Autrement dit, quelques années après, les autres, vos concurrents, vous ont rattrapé. Et donc, il faut conserver le temps d'avance. C'est-à-dire qu'il faut revenir régulièrement vers votre pôle de compétitivité pour ne pas vous faire dépasser. Alors, les nouveaux paradigmes. Bon, j'en ai parlé tout à l'heure, mais je voudrais revenir dessus quand même, parce que il y a deux types de paradigmes. Il y a d'une part ce que j'appelle les changements sociétaux. Alors, les exigences du développement durable, on en a parlé, vous connaissez bien le CO2, la gestion des déchets, le recyclage. Bon, l'explosion des produits low cost, on en a parlé aussi, mais c'est une réalité pour nous. On a des produits déjà à la fin des années 90, c'était les produits qui étaient fabriqués à l'est de l'Europe. Maintenant, c'est plutôt les produits qui sont fabriqués en Asie. Mais il est clair qu'on est face à ce type de changement de paradigme et qu'il faut y faire face. Donc ça veut dire qu'il faut faire des produits à haute valeur ajoutée sur des niches, ou alors il faut se donner le moyen de faire un produit low cost. Ça peut exister. Renault, il a fait la Logan, où ils ont véritablement pensé un véhicule pas cher. Alors j'ai été à une réunion un jour, il y a quelqu'un qui a dit la Logan, c'est pas une innovation. Et derrière la Logan, il y a une centaine de brevets qui ont été déposés pour faire une voiture pas chère. Deuxième, alors bon, les changements sociétaux, il y en a beaucoup. Je pourrais parler d'autres choses. Le vieillissement des populations, par exemple. Le problème de la santé. On est dans des pays européens où effectivement l'espérance de vie est de plus en plus élevée. Et ça pose des problèmes quand même assez spécifiques, ce problème de vieillissement des populations. Est-ce qu'on pourra continuer de payer des gens qui sont
en dépendance totale, par exemple, hein. Faudra-t-il inventer des robots pour les assister? J'en sais rien. Mais en tous les cas, c'est un vrai problème. Et puis, deuxième chose, les révolutions scientifiques et techniques. Bon, il est clair qu'au jour d'aujourd'hui, et je vais vous en parler un petit peu plus en détail, il y a d'abord l'impact majeur du numérique. Bon, le numérique, on le retrouve partout. Et ça, je ne vais pas vous faire des grands discours sur le sujet, mais le numérique a formidablement changé nos habitudes. Le téléphone mobile, le GPS, Internet, bon, c'est très clair. Et puis les hybridations technologiques. Alors les hybridations technologiques, je voudrais revenir dessus, parce que c'est un point qui me semble important à notre époque. Vous voyez, j'ai pris deux cas, ce que j'appelle les substitutions partielles. Au jour d'aujourd'hui, on voit émerger des matériaux composites, des nanomatériaux. Bon, les composites, bien sûr, ça a été et c'est encore le problème majeur de l'aéronautique, parce qu'il faut alléger les avions pour qu'ils consomment moins et qu'ils emportent plus de passagers. Mais ces matériaux-là vont-ils remplacer complètement l'acier ou les matériaux métalliques plus largement? Ça m'étonnerait. Sûrement pas partout. Les nanomatériaux, même chose. On en parle beaucoup, on les voit de plus en plus arriver, mais il y a des applications très spécifiques où certainement dans des milieux très agressifs ou autres, ou très corrosifs, où ils auront leur place, mais c'est sûr qu'il est sûr qu'ils ne vont pas remplacer totalement les autres matériaux, où j'ai du mal à l'imaginer dans les 20 ou 30 années qui viennent. Le véhicule électrique, on en a beaucoup parlé. Est-ce qu'ils vont totalement remplacer les véhicules à l'essence ou les véhicules qui fonctionnent au gaz? Ça m'étonnerait beaucoup aussi. J'ai pris un exemple que je connais bien en mécanique, la fabrication additive. C'est un changement de paradigme important. Jusqu'à maintenant, en mécanique, on fabrique beaucoup par enlèvement de matière, ce qu'on appelle l'usinage. Bon, la fabrication additive permet de faire exactement l'inverse, c'est-à-dire au lieu d'enlever de la matière, on fabrique un objet par couche, c'est-à-dire par ajout de matière. Bon, c'est une technologie qui arrive et qui permet de faire des pièces qu'on peut difficilement faire en usinage, des formes complexes, où bon, évidemment la tête d'usinage ne peut pas aller partout. La fabrication additive permet de le faire. Mais là aussi, j'ai des doutes sur le fait qu'elle remplace complètement l'usinage. Et puis bon, les LED, on en a parlé tout à l'heure, vont-ils remplacer complètement les éclairages, les ampoules que l'on connaît aujourd'hui? J'ai un peu des doutes. Alors, tout ça pour dire qu'au jour d'aujourd'hui, on a énormément de technologies disponibles. Ce qui veut dire que souvent, ce que je remarque, c'est que les ruptures arrivent beaucoup en faisant un espèce de mixte, des hybridations technologiques. Vous voyez, par exemple, le cas typique, c'est le mix énergétique. Est-ce que demain, on pourra produire de l'énergie avec de l'éolien, de l'hydrolien, du photovoltaïque? On sait bien que non. Alors, on continuera d'avoir sans doute des centrales nucléaires, sans doute d'autres sources d'énergie, mais en tous les cas, il faudra combiner tout ça. Bon. Et on voit beaucoup de progrès du côté des smart grids où on essaye de voir comment combiner ces différentes sources d'énergie. Au niveau des transports, on voit bien qu'on est obligé aussi de se contenter de ce mix énergétique. Donc on essaye de voir comment faire des véhicules hybrides qui fonctionnent au gaz, au pétrole, à l'électricité. Les objets connectés, même chose, ce qu'on appelle la mécatronique. Bon, alors on fait des objets de plus en plus intelligents, ce qui fait qu'il faut à la fois combiner la mécanique, l'électronique, l'informatique, la communication pour faire ce type d'objet. Un point important, c'est gestion et valorisation des déchets. Vous le connaissez tous. Moi, j'ai vu de plus en plus des projets où on combine énormément de technologies, parce qu'on sait très bien que les traitements physiques, on peut toujours comprimer, essayer de séparer, etc. Mais la séparation physique, ce n'est pas suffisant. Donc il faut le faire aussi de manière chimique. Par moment, il faut utiliser des process qui sont issus de la chimie. Et j'ai même vu aussi
une combinaison avec des process biologiques pour arriver à faire ces séparations et valoriser les déchets, surtout pour des métaux rares, par exemple. Voilà. Alors, que dire de tout ça Moi, je crois que maintenant, je voudrais passer à une autre considération qui rejoint ce qu'a dit notre orateur en début de journée. Quel est le comportement des acteurs qu'on a pu observer au cours du temps vis-à-vis de ces vagues d'innovation? D'abord, notre économie, elle est guidée par une vision à court terme. On voit bien ce que font les politiques, on voit bien ce que font les économistes, on voit bien comment ils regardent chaque jour le chaos dans le détail. Bon, c'est bien. On voit bien aussi que les actionnaires, ils sont en train de regarder les résultats de la fin de l'année. Mais résultat, on n'en sait pas plus. Et finalement, on est toujours berné par l'économie. Les prévisions ne sont jamais justes. Alors parce que, tout simplement, les économistes, ils raisonnent sur une évolution continue et sans rupture, alors que, justement, l'essence même de la civilisation industrielle, c'est la rupture. Et je crois qu'il faut bien le voir. Alors, il y a un point sur lequel je vais revenir en donnant 2-3 exemples. Les dirigeants et les salariés qui ne veulent pas changer de métier. Souvent, dans ma carrière, j'ai rencontré des chefs d'entreprise qui étaient fiers d'avoir construit et faire naître une entreprise. Et quand ils passaient le relais à leurs enfants, ils disaient « Surtout, je te préviens, nous sommes dans ce métier-là et il ne faut pas changer de métier. Ça, on sait bien le faire et on continuera à ne faire que ça. » Et puis, bon, la société dans son ensemble qui a peur de l'avenir. Le principe de précaution. Autrement dit, si je résume, il y a un philosophe qui a bien résumé la situation. Il a dit, dans le passé, on raisonnait, au XVIIIe siècle, on raisonnait par rapport au passé. On projetait ce qu'on avait vécu dans l'avenir. Au XXe siècle, on a plutôt raisonné dans l'avenir. C'est-à-dire le progrès des sciences allait toujours nous amener un monde meilleur. Et puis au jour d'aujourd'hui, on est dans le présent. Autrement dit, on cherche à ne pas bouger parce qu'on a peur que si on bouge quelque chose, on casse l'édifice. Et puis on ne sait jamais. Si jamais on bouge quelque chose, que va-t-il se passer ? Le principe de précaution, le zéro risque. Alors le problème, c'est que zéro risque, on n'avance pas. Il faut prendre des risques. Alors, le risque individuel, on le prend facilement parce qu'on est tout seul. C'est-à-dire le gars sur une piste de ski, s'il a envie de sortir de la piste et aller se casser la figure, personne n'a rien contre. Si, peut-être la gendarmerie, parce que ça lui coûte de l'argent, il faut envoyer un hélicoptère. Quand le risque, il est collectif, c'est beaucoup plus difficile. Bon, j'ai vu une étude qui avait été faite par EDF en France sur le sujet, sur le risque nucléaire. Là, plus personne ne veut de risque. Parce que c'est un problème collectif. Effectivement, ça touche tout le monde. Et le nucléaire, évidemment, c'est très grave, parce que si jamais une centrale nucléaire qui explose comme à Tchernobyl, après, c'est des dizaines, des centaines, voire des milliers d'années où il y a des zones qui sont inhabitables. C'est quand même gênant. Alors, quelques petits exemples pour fixer les idées. Voilà. L'entreprise, elle voit arriver le changement. Contrairement à ce qu'on croit, le changement, on l'a toujours vu. Sauf qu'on n'y a pas cru. Parce qu'on croit que, finalement, tout ça, c'est quelque chose qui n'est pas pour nous. Alors, moi, je vais vous donner un exemple. J'ai participé au début des années 90 à un groupe de réflexion du ministère de l'Industrie qui s'appelait les technologies clés. Alors, dans ce groupe, on parlait des systèmes de communication de l'avenir. Alors, d'un côté, il y avait Internet. Bon, les gens disaient, en gros, dans ce groupe, Internet, c'est un joujou d'universitaire. Bon, pour l'instant, on ne voit pas trop quel est l'avenir. Mais en France, nous avons le Minitel. On est sûr qu'on va le vendre aux Américains. Bon,
Et puis, bon, alors on a phosphoré autour de tout ça. On a réussi à sortir que l'avenir, ça serait des systèmes de communication avec des services multimédia. Bon. Pourtant, je peux vous dire que pendant toutes nos discussions, on a discuté d'Internet. Internet n'est pas sorti dans le bouquin. Ça s'appelait Les technologies clés 2000. Si jamais vous avez l'occasion de lire ce bouquin ou de tomber dessus, hein, regardez. Internet rayé. Hein, parce que les gens de France Télécom avaient sans doute fait un peu la pression sur le ministère pour qu'on ne marque pas Internet. Bon. En tous les cas, personne n'y a cru. Et moi, quand je suis revenu dans l'entreprise, hein, j'ai discuté d'Internet. On m'a dit, attends, t'es gentil, hein, mais on a quand même d'autres choses beaucoup plus importantes à faire. J'ai dit, vous savez, on pourrait peut-être faire un moteur de recherche, etc. Il dit, attends. C'est pas pour nous, laisse tomber. Hein. J'ai été voir mes collaborateurs qui m'ont dit, ouais, nous, on fait des bases de données. Les bases de données, c'est intéressant, mais enfin, on ne va pas mettre des bases de données sous Internet. Les gens, tu sais, la logique booléenne, c'est vachement compliqué. Personne ne va comprendre. Enfin bref, je me suis fait rejeter par tout le monde, donc j'ai rien fait. Et bien m'en a pris, d'ailleurs, parce que j'étais responsable de la veille technologique, j'ai rien fait du tout. Et puis après, j'ai été nommé directeur. Ce qui vous prouve que j'ai bien fait pour ma carrière, hein, de ne pas me lancer dans un truc à risque. Hein, mais je ne sais pas si c'était franchement bien pour l'entreprise. Alors, je vous ai mis ici quelques exemples du passé qui sont assez amusants. Le président de la Warner. La Warner, c'était, avant les années 1930, véritablement l'entreprise majeure qui faisait le cinéma, des films de cinéma muet. Le président de la Warner, en 1930, au moment du cinéma parlant, il a dit « le cinéma parlant n'a aucun avenir ». Alors pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Il a fait comme moi, le pauvre. Tout autour de lui, tout le monde lui disait, hein, les acteurs en premier, ils n'avaient pas du tout envie qu'on entende leur voix, parce qu'ils se sont dit, nous, maintenant, on est célèbres. Si on entend notre voix un peu ringarde, on va disparaître. Les gens n'avaient pas du tout envie de voir arriver sur les studios des preneurs de son et autres. Donc tout le monde rejetait à la Warner le cinéma parlant. Bref, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Le président d'IBM, hein, dans les années 40, qui a dit, de toute façon, le marché de l'ordinateur, il est de pas plus de 5 unités dans le monde. Bon. Thomas Edison, que tout le monde connaît comme un inventeur célèbre, il a dit, le phonographe n'a aucune valeur commerciale. Hein. Le cas de Lou Reed. Alors Lou Reed, c'est quand même intéressant. Lou Reed, c'était le constructeur d'avions qui a fait le Super Constellation. Super Constellation, c'est l'avion qui, entre les années 40 et 60, était utilisé à 90% par les compagnies aériennes, un avion à hélice. Quand le réacteur est arrivé, au début, dans les années 60, Lou Reed n'y a pas cru. Il a été complètement évincé du marché, hein, qui était pris à l'époque par Douglas et Boeing. Grandes entreprises, hein. Ilford. Alors, Ilford, c'est le dernier que j'ai vu, parce que Ilford, c'est une entreprise qui est morte en 2004. Ça faisait 120 ans qu'ils faisaient de la pellicule photo. Pourtant, ils ont eu le temps de voir passer le disque vinyle, le CD-ROM, etc. Bon. Non, c'était les spécialistes de la pellicule photo. Alors, il faut dire que c'est une entreprise d'outre-Atlantique, de Grande-Bretagne. Hein. Donc, ça devait être une institution qui était sans doute réservée à faire la pellicule photo. Bon. Voilà. Alors, pour vous dire que il faut essayer de changer de métier. Moi, j'en ai connu hein, dans ma carrière des gens qui étaient sur les composants pneumatiques. Hein. Sur les composants pneumatiques, et je connaissais le syndicat, et puis je voyais poindre les composants électropneumatiques, des composants uniquement électriques. Hein. Aujourd'hui, sur les avions, par exemple, le freinage, sur le nouveau Boeing, le 787, là, c'est du freinage électrique. Hein. Beaucoup de commandes sont électriques. Hein. J'en ai parlé à l'époque au syndicat, hein, qui était le syndicat, bien sûr, des transmissions pneumatiques. Ils m'ont dit, attendez, on va quand même pas parler de ça, et puis c'est pas votre rôle. Vous êtes des techniciens, vous faites ce qu'on vous demande de faire. Alors, je me suis écrasé,
Et puis, 15 ans après, ce syndicat est devenu le syndicat de la mécatronique. Donc, ils ont à un moment quand même fini par changer de cap. Mais ils auraient dû réagir plus tôt, beaucoup plus tôt. Il y a des entreprises qui sont mortes avec ce manque de vision et surtout de risque. Alors, dernier point que je voulais aborder avec vous et qui rejoint un petit peu ce qui vous réunit aujourd'hui. Bon, ce que j'appelle le modèle sociétal, l'écosystème de l'innovation. En fait, les innovations de rupture, elles ne peuvent pas se faire tout seul. Parce que tout seul, ça veut dire qu'il faut qu'on adopte une technologie qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas au sein d'une entreprise. Et ça, c'est très difficile puisque c'est un saut dans l'inconnu. Donc la meilleure façon de le faire, c'est de le faire avec les autres. C'est-à-dire de faire un projet collaboratif dans lequel, effectivement, on va réunir des acteurs qui seront capables de nous aider à franchir le pas et aller vers d'autres types de technologies. Alors, ça engendre un peu de nouveaux modèles économiques. Vous voyez bien qu'il faut faire ici un contrat de consortium. Ce n'est pas évident. Il faut apprendre à travailler ensemble. Et à plusieurs entreprises, avec des entreprises, des centres de recherche, des laboratoires universitaires. Ce n'est pas quelque chose qui est naturel, mais il faut y aller, parce que si on n'y va pas, eh bien, on ne s'ouvre pas. Alors, chose importante, c'est que cet écosystème d'innovation, comme votre pôle l'a créé, il est indispensable parce que ça permet de créer un réseau de gens qui se connaissent et finalement, il peut y avoir ce que j'appelle des rencontres improbables. C'est-à-dire des gens qui se croisent et qui se disent « mais tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça ensemble ?» Parce que moi, ta technologie m'intéresse, je n'ai jamais fait l'application sur mes produits. Ce serait peut-être quelque chose d'intéressant à faire. Donc, ces réseaux d'innovation, tels qu'ils se construisent autour de pôles de compétitivité, sont extrêmement importants pour l'innovation de rupture. Voilà. Alors, dernier point, pour résumer, faut pas regarder tous les jours le chaos dans le détail. Ça n'apporte aucune réponse. Tout ce qui est chaotique, de toute façon, on ne sait pas où ça va, où ça mène. Et si on ne bouge pas, de toute façon, il ne se passera rien. L'avenir, c'est à nous de le construire. Ce n'est pas d'attendre et d'observer et de voir ce que font les autres. Ce qui est important, c'est que vous avez vu que l'innovation, dans le temps, elle est exponentielle. Ça monte de plus en plus rapidement. Donc si vous ne faites pas d'innovation, eh bien, l'entreprise, elle ne va pas durer longtemps. Ce qui est important aussi de dire, c'est que je pense que les innovations de rupture se cristallisent souvent sur les changements de paradigme. Bon, vous les connaissez bien, ça a été identifié par votre pôle. Autrement dit, la construction durable, les technologies environnementales, la chimie verte, c'est exactement les paradigmes qui caractérisent le pôle Greenwill. Et puis, l'écosystème d'innovation, c'est quelque chose d'important. Mieux vous vous connaîtrez entre vous, entre entreprises de différents métiers, entre laboratoires qui ont différentes compétences, je pense que vous arriverez mieux à construire des innovations de rupture. Voilà, c'était le sens du message que je voulais délivrer aujourd'hui. Alors, dernier point, bon, si vous voulez aller plus loin, voilà, vous pouvez acheter mon bouquin. Il n'est pas donné, mais c'est l'éditeur qui a fixé le prix, donc j'y suis pour rien. Il se trouve aux éditions Lavoisier, mais si vous allez sur Amazon, vous le trouvez, il n'y a pas de problème. Et puis, bon, je vous ai mis aussi quelques autres publications qui vous permettront d'aller mieux découvrir et plus en détail l'innovation de rupture et l'innovation ouverte, puisque l'innovation de rupture se base énormément sur l'innovation ouverte. Voilà, merci beaucoup. J'espère que je n'ai pas trop dépassé le temps. Ça va ? Tout va bien. Merci.